On est live. Quackskina, ici Alexandre Niquado avec mon collègue André Dudomaine. En fait, c'est ça, dans le fond, on a pris une petite pause quasiment de 2 mois. Fait que là, on revient tranquillement avec le podcast qu'on fait habituellement tous les mercredis midi. Fait que, André, je laisse la parole nous avons aussi une invitée, Jamie Chakwan, du B. Mais avant, je pense que André vous l'a dit quelque chose aussi un peu. Oui, ben d'abord, saluer tout le fan club du fameux duo Alexandre et André. Alors, on revient avec nos podcasts midi qui essaient de donner des fenêtres, des aperçus, des entrevues, des rencontres avec toute la mouvance culturelle et artistique du monde autochtone, qui est une mouvance qui est très forte, très active ces dernières années. Et donc, ça permet, dans un cadre détendu, d'avoir aussi des fenêtres ouvertes sur tout ce qui bouge et tout ce qui vient et tout ce qui est accessible pour et puis nourrir des réflexions. Alors, c'est tout ça qu'on va poursuivre. Et je dois dire, je suis très content de revenir parce que pendant notre interruption, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, ben on vous suivait, quand est-ce que vous recommencez? » Alors donc, Alexandre, il n'y a pas que Jamie qui est vedette, nous aussi. Alors, c'est une façon d'introduire notre invité. Généralement, c'est ça, on a toujours un petit texte biographique qu'on introduit notre invité, mais on aime ça donner la parole aussi à ceux qui sont avec nous pour qu'ils puissent se présenter en leurs propres mots. Fait que Jimmy, dans le fond, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci? Moi, je suis en ce moment, je travaille pour la Wapikoni en tant que... attends, c'est toujours comme quelque chose pour moi parce que je change souvent de poste au Wapikoni, fait que là, à chaque fois, je dois me rappeler de mon poste. Je suis créatrice de contenu, chargée de contenu créatrice, quelque chose de même. Bref, je fais des vidéos pour la WAPI, que ce soit à l'interne ou à l'externe, par rapport à certaines incompréhensions de la WAPI, mais aussi par rapport à comme tout ce qui va être vraiment dans un futur approché, par rapport justement au compte YouTube du Wapikoni ou encore... bref, je suis vraiment... tout ce qui est création vidéo, c'est moi qui m'en occupe. Pas toutes les vidéos, il y a aussi ceux qui viennent en fait des escales, ça c'est pas moi qui s'en occupe, genre, c'est quelqu'un d'autre. Mais à part ça, je suis aussi comédienne à temps partiel, à temps perdu, quand je travaille pas au Wapikoni, et je suis porte-parole du réseau jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador. Alors, je sais que tu as même marché avec la très fameuse Greta Thunberg, cette grande marche pour le climat, où j'étais aussi d'ailleurs, dans la foule derrière, et on était très fiers de voir les Premières Nations associées d'aussi près à l'affirmation collective de notre souci pour l'avenir de la planète. Peux-tu nous parler un peu comment ça s'est passé pour toi? Oui, mais dans le fond, le réseau jeunesse, il voulait vraiment mettre de l'avant les jeunes autochtones pendant la jeunesse autochtone pendant la marche. Fait que pendant une semaine, en fait, on avait ramassé des jeunes qui étaient vraiment pour qui étaient pour l'environnement, qui étaient vraiment, tu sais, je sais pas comment on dit ça en français, advocate. Ah oui, qui était impliqué pour défendre la cause. Voilà. Oui, c'est ça, qui était impliqué pour la cause, puis qui faisait pas juste, tu sais, comme le disaient dans les réseaux sociaux, mais dans leur vie de tous les jours et tout. Puis on s'est, dans le fond, on a ramassé ces jeunes-là, puis on a décidé de faire comment on dit ça?
des sessions, en fait, d'information de formation avec eux, que ce soit avec, justement, Mélissa Mollin-Dupuis et même, en fait, avec la Fondation David Suzuki, avec lequel ils ont pu parler avec David Suzuki et comme parler aussi de l'environnement et tout. C'était super... très, très enrichissant, en fait, pour eux. Puis à la fin, ben, il y avait la grande marche, finalement. Ben, les porte-paroles avaient été invités, justement, à parler devant le demi-million de personnes qu'il y avait. Puis je me souviens très bien qu'on était sur... ben, premièrement, quand on marchait dans la foule et tout, il y avait toute cette brouhaha, comme ça avait l'air presque surréel parce qu'il y avait tellement de bruit, tellement de gens, tellement de personnes. Il y avait des hélicoptères au-dessus de nous autres. Je me sentais un peu comme dans un... Je sais pas, je me sentais comme emportée dans cette... effervescence de marche pour le climat. Puis il y avait des gens qui se poussaient, puis on essayait en fait de garder justement la ligne droite et que les gens qui sont devant soient justement les jeunes qui avaient été choisis pour être devant et non pas... parce qu'il y avait énormément de personnes qui poussaient en arrière de nous. On avait même créé deux lignes protectrices afin que personne ne puisse passer en avant. Puis il y avait justement Mélissa Mollin-Dupuis qui passait son temps à aller de gauche à droite pour justement essayer de garder la ligne droite et tout. Je pense que Mélissa a comme 1001 anecdotes par rapport à ce qui s'est passé pendant cette marche-là. C'était quand même assez cocasse, on va se le dire comme ça. Ben, c'est ça, je me rappelle, on vous cherchait. En fait, moi, je vous cherchais, toute la gang, puis j'ai eu vraiment eu beaucoup de difficultés à vous trouver, là. J'en ai croisé d'autres mondes, mais c'est ça, on dirait que chacun était dispersé, puis tout le monde s'était perdu à quelque part à un moment donné dans la marche. Ah, ouais, il y avait beaucoup de monde qui d'habitude n'allait pas aux marches, puis beaucoup de jeunes, hein, c'était très jeune cette marche-là. Et j'ai remarqué que d'habitude, quand je vais dans les marches, je rencontre plein de monde que je connais. Bonjour, bonjour, comment ça va? Là, vraiment, je regardais partout, puis j'ai rencontré à la toute fin, une seule personne que je connaissais. Sinon, je me sentais comme un vieux dans une cour d'école. Mais c'était plaisant de voir comment, justement, il y a toute une préoccupation chez les jeunes. C'est sûr que ça les concerne en premier à cause de leur avenir, mais que ça vous concerne en premier à cause de votre avenir. Mais c'était plaisant de voir cette implication et cette ferveur qu'il y avait chez les jeunes. Est-ce que tu penses que ça s'est maintenu, Jamie? Parce que là, on voit il y a la COP26 qui s'en vient. Il y a encore pas mal de chemin à faire du côté environnemental. Ben, chez les jeunes, c'est sûr que je pense que ça persiste. Beaucoup de jeunes se sont ouverts les yeux par rapport justement à ce que eux-mêmes dégagent comme justement ce que eux-mêmes dégagent comme déchets à longueur de l'année et tout. Il y en a d'autres qui ont décidé, dans les jeunes qu'on a fait, il y en a un autre qui a décidé de faire une marche, qui est en train de faire des demandes pour que sa marche soit quand même financée et que genre ils puissent le faire à bon terme. Il y en a un autre que justement elle travaille dans sa communauté dans un sens où est-ce qu'elle essaie de restaurer des parties de son territoire qui ont été ravagées par justement que ce soit genre par Hydro-Québec ou que ce soit par justement la coupe des bois et tout. Fait que, ouais, quand même, je pense que les jeunes, ils ont gardé une espèce d'effervescence de ce qui s'est passé. Et je pense que au fil des années, justement, avec
c'est sûr qu'après, il y a eu la pandémie, puis les masques jetables se sont accumulés avec le temps. Mais j'en vois beaucoup qui portent comme des masques quand même réutilisables et qui peuvent le laver et tout. Fait que je pense qu'il ne faut pas oublier ça non plus. Ah ben, tu sais, ça me permet d'ouvrir une parenthèse, petit message d'intérêt public. J'ai lu quelque part qu'un laboratoire français avait pris des masques jetables, les avait passés dans une machine à laver et ils ont mesuré et ils ne perdaient pas leur étanchéité. Et donc, on dit qu'ils sont jetables. Oui, ils deviennent jetables, mais ils pourraient, paraît-il, être lavés une dizaine de fois avant d'être jetés sans perdre leur qualité sanitaire, d'après les études, là, les expériences, les essais de ce laboratoire-là. Donc, voilà, c'est notre message écologique du jour. Et tu parlais du réseau jeunesse des Premières Nations. Peut-être tu pourrais t'en es une des porte-paroles. Alors, tu pourrais peut-être nous expliquer d'où ça vient, cette organisation-là, et comment ça fonctionne. Mais dans le fond, une année que je me souviens plus vraiment quand, moi je suis une très mauvaise étudiante, il y a les chefs qui se sont rassemblés autour de la table des chefs et ont décidé en fait d'avoir une meilleure vue d'ensemble en fait sur les décisions qu'ils ont à prendre. Donc, ils ont décidé de mettre non seulement le Conseil des jeunes, le Conseil des aînés et le Conseil des femmes autour de la table afin qu'on puisse justement déposer au nom des personnes auxquelles on représente nos points de vue et et ce qui dans le fond, ce qu'on veut par rapport à certains projets de loi qui ont été adoptés et tout. Puis, au fil des années, le Conseil jeunesse, dans ce temps-là, ça s'appelait de même, s'est transformé en réseau jeunesse qui, dans un sens où est-ce qu'on pensait justement, au lieu de devenir des porte-paroles, juste des porte-paroles pour le réseau jeunesse, qu'on soit vraiment un réseau dont nos voix, dont notre voix est en fait inclus celle des voix du réseau jeunesse à travers le Québec. Oui, puis on suppose être plus près des jeunes aussi. Quand on entend réseau, on pense à une connexion. Hein? Oui, non, mais c'est exactement ça. Et je pense que notre but, en fait, surtout quand on fait, à chaque année, on fait des gros rassemblements chez les jeunes. Et chaque année, avant la pandémie, en fait, on en faisait. Et chaque année, justement, c'est là où est-ce qu'on décidait, en fait, qui va être le prochain porte-parole du réseau jeunesse. On est 4 porte-paroles. À chaque année, il y en a 2 qui sont qui vont être nominés. Fait que c'est comme ça, on s'assure aussi justement que les jeunes, qu'il y a une passation en fait du savoir et tout. Fait que à chaque année, c'est ça, on en faisait, puis ça permettait aussi justement aux porte-paroles de recueillir l'information lors des discussions informelles avec les jeunes. On s'assurait vraiment comme de passer du temps avec justement chacun des jeunes juste pour leur parler, pour leur dire genre, toi, tu t'en vas où? Est-ce que tu t'en vas aux études? D'après toi, comme tes priorités en ce moment? Et même que ce soit genre niveau politique aussi, genre on décide de justement parler de différents sujets par rapport à ce qui s'en vient ou
Mais vu que la pandémie a rendu le tout plus difficile, on n'a pas pu se décider en fait d'avoir justement un rassemblement, mettons que ce soit en virtuel. En fait, on s'est plutôt concentré sur justement le détachement, pas le détachement, mais genre on a décidé de se détacher un peu de la PNQL. Fait qu'on a rendu en fait le réseau jeunesse comme une OBNL à part entière. Fait qu'on est rendu une entité à part entière, ce qui est quand même super quand on y pense parce que ça va nous permettre une plus grande liberté en fait dans nos expressions, dans ce que les jeunes veulent, surtout autour de la table. Est-ce qu'il y a une reconnaissance des autres instances, comme, mettons, la PNQL reconnaît ça? Est-ce que certains conseils, mettons, de bande reconnaissent cette OBNL? Il y a beaucoup il y a quand même des chefs qui sont quand même beaucoup pour la jeunesse et beaucoup sont quand même là pour... c'est sûr que c'est difficile pour justement la jeunesse d'être autour de la table avec genre des décisions de grands et tout, mais faut pas oublier genre que les décisions qu'on prend en ce moment, les décisions qu'ils prennent en ce moment sont pour les jeunes, pour le futur. Les décisions qu'ils prennent en ce moment vont être pour les 7 prochaines générations qui vont venir après. Puis ça, des fois, ils l'oublient. Et j'ai comme l'impression que pratiquement c'est ça. On est en constante rappel, en fait, de l'importance de la jeunesse autour de la table. Et ça devient à un moment donné comme redondant, en fait, mais le truc, c'est que si on le fait pas, ben, à un moment donné, ben, ils oublient d'inviter les jeunes, puis c'est là que ça devient problématique. André, on t'entend pas. Micro. Oui, j'ai plusieurs fois assisté à des réunions des chefs et c'est des gens qui sont très passionnés par ce qu'ils font et ils ont beaucoup à dire, beaucoup à expliquer et souvent, ben, les réunions viennent un peu en cercle fermé et c'est très difficile pour des organisations ou des préoccupations qui ne sont pas au centre des débats déjà installés entre les chefs de se glisser dedans. Est-ce que le fait d'avoir pris une autonomie, je comprends que ça vous donne plus de liberté d'expression, mais est-ce que ça vous permet de vous imposer davantage devant la table des chefs? Je dirais que ça nous permet, en fait, de se faire reconnaître un peu plus, justement, parce que on n'est plus comme la branche en dessous de la PNQL, on est une entité vivante, on est une entité indépendante. Mais je crois que, dans le fond, le fait qu'on soit justement une entité indépendante, ça nous permet une liberté d'expression, pas seulement à la table des chefs, mais aussi dans nos réseaux, dans nos réseaux sociaux, que ce soit ou même quand on nous demande des entrevues et tout, ça nous permet de juste avoir d'avoir une claque de vérité justement à nos chefs qui permettent de dire OK, mais genre ça, c'est pas on n'adhère pas à ça, mais je vous entends peut-être, tu sais, genre peut-être qu'il nous entend, tu sais, fait que c'est ça aussi qui est important. Et je me souviens toujours, en fait, de Claudia, Claudia Petitcouy, qui était justement l'ancienne porte-parole avant moi, qui disait tout le temps les jeunes, c'est votre place, il faut que vous preniez il faut que vous preniez votre place quand il le faut, parce que personne ne va le faire pour vous, mais vous pouvez, genre, justement, si jamais vous n'êtes pas d'accord envers quelque chose ou si jamais vous voulez quelque chose,
c'est le temps parce que c'est votre voix qui va compter. Puis il est impératif en ce moment justement de justement utiliser cette voix-là afin de pouvoir comme avancer les choses dans le sens des jeunes finalement, de votre futur finalement. C'est comme le fameux slogan qu'on entend dans des manifs, là, parlons plus fort, on va finir par nous entendre. Il y aurait aussi l'autre question, évidemment, que tout le monde te pose, c'est comment, à partir de cet engagement social, militant auprès de la cause autochtone, tu en es venu à devenir comédienne. J'avais jamais vraiment pensé, là, puis en fait, probablement que c'était un rêve déjà perdu d'avance quand j'étais plus jeune, parce que mon père m'en avait parlé plus tard, puis j'étais comme « Ah ouais, je voulais devenir comédienne quand j'étais jeune », mais je m'en rendais pas compte vraiment, puis mais quand on m'a proposé en fait le rôle de Daisy, j'étais pas non plus super excitée à l'idée de jouer une prostituée autochtone. Surtout parce que c'était un stéréotype. Et souvent, quand les séries télévisées, justement, prennent comment je peux dire ça? Racontent l'histoire d'une autochtone, souvent, c'est un sans-abri. Souvent, c'est... Mais tu sais, au Québec, on aime beaucoup les drames, tu sais. Les séries télévisées dramatiques et films dramatiques, le Québec est très fort là-dedans. Fait que je dirais que j'imagine qu'il faut pour être prise dans une émission, il faut que ça soit dramatique et que la meilleure façon, c'est d'utiliser l'histoire dans laquelle on est déjà. On était déjà depuis comme des années et des années. Puis la meilleure façon, c'est justement utiliser... c'est facile, tu sais. C'est facile. Utiliser des stéréotypes. Mais je me suis dit à ce moment-là que si c'est pas moi qui le fais, ça va être quelqu'un d'autre. Si c'est quelqu'un d'autre, peut-être que cette personne-là n'aura pas la force nécessaire de justement parler de cette problématique-là. Fait que je me suis dit, tu sais, je peux le faire. Puis, j'ai pas envie... c'est quand même un poids sur les épaules, mettons, là. Mais j'ai hâte dans les prochaines années comme d'avoir de plus belles histoires, mettons, à raconter à travers... D'ailleurs, dans bientôt, je vais jouer en fait au théâtre. Je vais personnifier une jeune fille qui rêve toujours. Puis justement, le titre du théâtre, c'est Delphine rêve toujours. Puis ça va être à Ottawa et tout. J'ai vraiment hâte, ça va être en février. Là. Moi qui est toujours dans ma tête et qui est toujours comme... Qui rêve toujours finalement, là, je trouve que c'est genre le meilleur personnage en fait pour moi. Là. Ça devrait s'appeler Jamie rêve toujours quand même. C'est ça, je te connais, puis souvent t'es tout le temps dans la lune ou tu regardes vers le ciel. Des fois, souvent quand on discutait ensemble, c'est genre après ça, tout d'un coup, tu as comme une idée, puis là tu sors, puis là tu reviens par la suite. Mais c'est ça, je me disais aussi, ça doit être pas facile quand on te donne la chance d'un premier rôle, puis c'est pas nécessairement le rôle que tu veux. Là. Il y a une émission dans laquelle où est-ce que j'ai fait une audition. Puis en aucun cas, ils avaient parlé en fait que ça allait être une autochtone. Il n'y avait aucune... tu sais, genre, il n'y avait rien là, qui signifiait que ça venait genre justement que c'était un rôle autochtone comme... Puis c'est le fun, ça. C'est vraiment le fun. J'ai été dans une audition avec plein d'autres filles dans lequel, justement, on auditionnait plein d'autres filles de différentes origines.
il n'y avait rien qui mentionnait sa couleur de peau, rien qui mentionnait genre la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, son poids aussi. Fait que beaucoup de personnes avaient auditionné pour plusieurs rôles, puis avaient été genre choisies ou pas par rapport à certains rôles parce que la façon dont elle amenait au personnage était plus importante que, mettons, la couleur de sa peau. Puis je trouvais ça juste... ça allait dans une bonne direction, je trouvais, genre... c'était une très belle façon de commencer, justement, à peut-être ouvrir ses horizons à travers... ouvrir ses horizons quant au casting, en fait... normal où est-ce qu'on dit que cette fille-là va être blonde aux yeux bleus ou comme elle va être très très grande ou comme tu sais des traits physiques qui n'ont peut-être pas vraiment parce que mettons si je le reformule d'une autre façon, une fille qui est petite peut avoir une grande, elle peut avoir une grande portée, tu sais. Puis souvent, les personnes petites, je trouve qu'ils ont justement ils prennent beaucoup de place parce que justement, elles veulent prendre cette place-là. Alors que, mettons, comme la grande Jamie, là, ben, je préfère comme être dans le coin en arrière, puis genre... ne pas trop prendre de place dans un groupe, mettons, là. Fait que, ouais, je trouvais ça quand même assez intéressant comme approche. Je sais que c'est des préoccupations qui traversent toute l'Amérique. Hein. Je me souviens, quand on avait fondé Terres en Vue, pour faire connaître le festival, j'avais voyagé pas mal dans d'autres festivals, notamment aux États-Unis. Et je me souviens, une fois, c'était à Santa Fe, si ma mémoire est bonne. Il y avait justement eu un atelier avec des acteurs autochtones américains. Et c'est justement une chose qui revenait continuellement. Pourquoi le waiter au restaurant, ou la manucure, ou la juge, ou le médecin, qui joue un rôle secondaire dans différentes séries ou films, ça donnerait pas à être autochtone. Donc, plutôt qu'une image stéréotypée, un autochtone peut jouer différents rôles dans la vraie vie, dans la société, et les séries, le cinéma, la télé devraient reprendre aussi cela. Mais aussi une chose que je trouve intéressante dans les entrevues que tu as données, c'est que tu intervenais. Et là aussi, je me souviens, dans cet atelier à Santa Fe, il y avait une comédienne qui rappelait une sorte de mot d'ordre qui se passait. C'était signer votre contrat et après ça, parlez fort. Hein? Get your contract and after that, you can open your mouth. C'est-à-dire intervenir pour, quand il y a des choses trop grossières ou trop stéréotypées, de dire non, ça passe pas. Est-ce que tu as vécu quelque chose comme ça, toi, de ton côté? Mais dans Fugueuse, moi, quand il y avait quelque chose qui allait pas, je le disais, tu sais. Certaines choses m'ont comme peut-être slip, là, parce que, tu sais, il fallait que je lise aussi mon script, il fallait que je l'apprenne par cœur et tout. Mais dans Fugueuse, pour vrai, j'ai vraiment comme mis les pieds à terre quand même. Puis, tu sais, je trouve ça super que je sois entrée justement dans le monde du cinéma avec une équipe aussi respectueuse, aussi à l'écoute de ces acteurs. Je trouve ça... et même genre... tu sais... et même comme dans justement toute la vie, tu sais, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, là, ben, tu sais, on essayait comme de justement avoir une discussion par rapport à ça, même si, tu sais, le script est déjà écrit. Mais il y avait à certains moments où est-ce que justement on parlait et, tu sais, on lui disait notre malaise et tout.
il l'écoutait et tout, puis on essayait comme vraiment d'avoir une discussion et non pas juste comme, ils vont juste comme, le tasser de côté ou quelque chose de même. Mais justement, dans l'émission Toute la vie, où est-ce que Mélie, on la voit boire avec sa mère dans la ruelle, on l'a filmé une fois. Puis moi puis Katia Ruck, quand on était justement sur le set de tournage et tout, on s'est juste comme mis à pleurer. C'était tellement triste. On était à terre. On était à terre comme Mélie. Moi, j'avais un faux ventre, là, mais genre, essayez d'imaginer cette histoire-là arriver. Comme, c'est triste, puis j'ai pas... Je sais pas, je me sentais mal de personnifier ça et de montrer aux gens ça. Surtout dans un sens où est-ce que dans ma communauté à moi, un enfant, c'est tout. T'sais, un enfant à Wajis, c'est petit être de lumière. Pourquoi est-ce que, genre, en tout cas, dans ma tête, ça ne fonctionnait pas, puis ça me rendait triste que j'aie à personnifier quelque chose qui est à l'encontre, en fait, de ce que je crois, mais non seulement de ce que je crois, mais de ce que ma nation croit, tu sais. Fait que c'était vraiment triste. Puis moi puis Katia, on pleurait dans la ruelle. Puis ça a pris un moment avant qu'on reprenne nos esprits. Puis à ce moment-là, le réalisateur a dit « OK, on va filmer cette scène-là, puis il n'y en aura plus d'autres après. » Ils ont enlevé toutes les autres scènes dans lesquelles on était dans la ruelle. Et même, je me souviens, Katia Ruck, la mère de Mélie était supposée décéder dans cette ruelle-là, par terre, avec d'autres personnes à côté, puis tout au milieu bref, comme une homeless person, mais genre, à ce moment-là, il a décidé aussi de changer justement la fin et de la laisser mourir à l'extérieur encore, mais au lieu que ce soit genre dans une ruelle, ça va être dans un parc, en dessous d'un arbre, dans lequel elle aurait tendance à revenir et revenir souvent. Ah, c'est dramatique, ça. Vraiment. Oui, mais en même temps, on peut voir qu'une fin comme celle-là ouvre quand même des perspectives sur le rêve, sur l'attachement à l'arbre, il y a une métaphore là qui va au-delà de la situation désespérée dans laquelle il y a une emphase très forte qui aurait été mise si ça avait été encore dans le même trou là, boueux dans la ruelle. Là, c'est effectivement, il y a là un changement de ton qui peut être important dans le message qui est envoyé. Et de fait, ça démontre comment, effectivement, la présence de comédiens autochtones non seulement amène de l'authenticité, mais est capable aussi de faire évoluer les choses pour le mieux, même sur le plan artistique et sur le plan narratif. J'avais une question aussi. Est-ce qu'il t'a fait la traduction longtemps avant qu'il commence à demander à quelqu'un qui le fait déjà? Tu sais que tu es toujours dans ma liste, toi, quand il s'agit de traduction. Parce que j'en connais pas tant beaucoup. Puis à ce moment-là, je l'envoie à toi, puis toi, des fois, quand tu n'as pas le temps, tu le réfères à d'autres. On va se le dire comme ça, on a une surdemande, en fait, que ce soit en traduction, que ce soit en représentation. Les Autochtones sont souvent surdemandés. Souvent, c'est les mêmes personnes, fait que ça peut être overwhelming quand même assez facilement. Fait que moi, la plupart du temps, j'écris au début, tu sais, comme un peu ce que ça veut dire, genre, mais je suis tellement pas... je suis quand même fluente, comme quand il s'agit justement de parler en atikamekw et tout, que ce soit une conversation et tout, je peux facilement parler de certaines choses, mais que ce soit de traduire quelque chose d'une langue à une autre, et
que ce soit non seulement fluide, mais que ce soit vraiment les bons termes appropriés. Puis c'est ça que j'ai peur, en fait. J'ai peur de, justement, comment on appelle ça déjà? Comment est-ce que nos aînés appellent ça? De limiter, en fait, notre parler. J'ai envie que ce soit notre langue à l'écran, et j'ai envie que ce soit riche. Puis j'ai envie que quand je parle dans ma langue à la télé, à la télévision, que ce soit les bons mots, que ce soit les vrais mots. Puis j'ai pas envie comme de... Puis c'est souvent ça qui m'arrête, en fait, justement, d'essayer de... Parce que dès que j'essaie de faire comme les recherches pour ça, j'utilise des mauvais mots, puis la plupart du temps, ben, je m'en vais dire à Sibi, hey Sibi, ou comme hey Alexandre. Je me mets comme à vous demander, en fait, finalement, de faire toute la traduction, puis je me sens mal après ça parce que ça vient pas de moi, puis à ce moment-là, ben, je me dis, tant qu'à y être, si je suis pour faire ça, je préfère comme envoyer justement cette traduction-là à mon producteur, de dire, OK, il y a cette personne-là qui fait de la traduction, si vous voulez comme engager plus de personnes autochtones, justement parce que vous parlez des Autochtones, pourquoi pas engager plus d'Autochtones pour permettre la bonne... tu sais, c'est pas... Je dis pas genre comme payez-nous, puis tout. Je dis de reconnaître que notre langue est en perdition, puis pas en perdition, genre, mais que notre langue, elle se perd, tu sais, on va se le dire de même, là, elle se perd quand même. Puis si on donne la chance à justement des traducteurs, des gens du milieu, de pouvoir bien traduire, bien définir, bien parler, en fait, notre langue à la télévision, ça va permettre justement à la revitalisation de la langue. Je permets aux producteurs de mettre son grain de sel justement dans la revitalisation de notre langue à travers la télévision, à travers les films qu'ils produisent. Fait que pour moi, c'est toujours été important, genre, que ça soit vu de cette manière-là, et qu'en plus, ils reconnaissent le travail d'un traducteur, parce que c'est pas chose facile, c'est des années d'études. Tu sais, Alexandre, t'as pas juste fait ça comme en quelques minutes. Oui, tu l'as fait en quelques minutes, mais c'était genre, c'est toutes tes années d'études à étudier ta propre langue. Mais j'ai pas de diplôme d'ailleurs là-dessus, mais je pense pas qu'il y en a encore. Mais je pense qu'il y a des cours à l'université qui se donnent, mais je sais pas s'ils donnent un diplôme en traduction Atikamekw. Je pense pas. Mais déjà là, ça fait depuis 2014 que je fais ça, que j'ai commencé tranquillement, puis avec les années, j'ai accumulé des documents de traduction pour que je puisse me baser dessus. Puis là, c'est rendu qu'on a plusieurs outils qu'on peut s'en servir. Fait que moi, c'est ça qui est le fun, c'est que quand je travaille, mais ça me permet de tomber là-dedans puis de faire des recherches. Puis même à ça, quand je pensais que là, on te disait de traduire certaines choses, il me semble que dans une production qui se respecte, ils vont faire traduire par tous les professionnels, que ce soit en anglais, en français. Ils vont faire traduire par les professionnels, puis ça fait pas de sens qu'on te demande de traduire toi-même en tant que comédienne. Non, c'est ça, là. Puis je trouve ça... en fait, moi aussi, je trouvais pas ça super... tu sais, c'est... Non seulement j'ai à étudier mes textes, mais il faut que je les traduise aussi dans une langue qui est ma première langue, oui, mais genre... C'est pas... genre... J'ai habité pendant 10 ans, genre, en ville, avant même mes 18 ans. Fait que je pense qu'une grande partie de ma langue a été... c'est quand même évaporé à travers les années. Puis, bien que je suis comme toujours en constant processus, justement, de réappropriation de ma propre langue,
le fait de me faire dire « Ok, tu vas traduire ça », ça me rend un peu comme... Ça me rend... Tu sais, c'est comme une claque d'en face, comme « Ok, genre, essaie de nous traduire ça, même si tu parles pas tant ta langue. » Genre, c'est comme... ça me réveille à chaque fois, puis je suis comme... Il faut absolument que j'apprenne ma langue, mais c'est... pas apprendre ma langue, il faut que, genre... C'est comme justement, toi, avec justement toutes tes études en langue, mais ma langue à moi, genre, elle se définit plus comme justement la langue, l'évolution de la langue atikamekw qui est un peu moins riche que ce que celle de nos grands-parents était, tu sais. Elle a été un peu créolisée avec le français puis l'anglais, là. Ouais. C'est comme je disais, j'avais comme l'impression que tout le monde, en fait, tout le monde est capable de parler atikamekw. Tout le monde peut parler atikamekw, mais le niveau de langage, ça ressemble beaucoup à celui d'un adolescent, mettons. Je connais pas quelqu'un qui parle, peut-être à part les aînés, là, mais je connais, tu sais, de nos jours, dans notre génération à nous, je n'en connais pas qui s'expriment parfaitement en atikamekw, qui trouvent facilement les mots puis qui s'expriment avec une fluidité déconcertante. Mettons comme André, quand tu parlais de Justin Picard, puis quand il prend la parole en Inouï-Moon, c'est sûr que lui, il vient avec une grande fluidité. J'en connais pas dans ma génération qui s'exprime de même en atikamekw. Puis la plupart du monde s'exprime un peu avec un peu de bilinguisme, là. Quelques mots en français, puis essentiellement en atikamekw, mais c'est le niveau d'un adolescent. Puis c'est ça que... Ou encore en trilinguisme. Ah oui, en anglais. Ça existe aussi. Mais cela dit, ce que Jamie tu soulignais, on imagine par exemple un francophone qui devrait jouer un rôle de français dans une production anglophone, puis qu'on lui arrive avec un texte en anglais. C'est pas sûr, même si le comédien maîtrise bien le français, qu'il va être capable automatiquement de bien traduire la conversation écrite en anglais en français. Ça demande une réflexion, un travail, un talent, une connaissance effectivement intime de la langue, et c'est plus spécialisé déjà comme travail. Et si cette situation arrivait, effectivement, on engagerait un dialoguiste francophone qui connaît bien l'anglais pour traduire correctement. Et on le paierait bien. Alors, je pense que si on veut travailler avec les langues autochtones, qu'on fasse la même chose, c'est tout à fait normal. J'ai plusieurs questions, là, mais c'est parce que j'aimerais revenir en arrière. Tu as dit que de rôle dans Fugueuse, on te l'avait proposé, c'est-à-dire qu'on t'a appelé chez toi pour on a dit « Viens faire une audition » ou comment ça s'est passé? Ça, je suis très curieux de savoir ça. Mais dans le fond, c'est plusieurs personnes qui sont venues. À ce qui paraît, j'étais dans une liste. Aucune espèce d'idée pourquoi j'étais dans la liste, pourquoi... les autres, ils avaient juste envoyé une liste de gens, genre peut-être que ces personnes-là, ils vont vouloir faire l'audition. Puis ils l'ont envoyé à plusieurs personnes. Donc, Chloé Leriche m'a envoyé, il m'a dit hey, il y a cette audition-là qui arrive dans bientôt. Est-ce que ça tente d'auditionner? Pourrait prendre le rôle, c'est vraiment un gros rôle. Puis là, je suis comme fugueuse. Comme, je me souviens d'avoir écouté la première saison. J'habitais chez Alexandre dans ce temps-là, puis j'étais devant mon ordi, puis j'ai binge-watché, en fait, la saison première au complet. Je trouvais ça quand même vraiment super intéressant. C'était différent, Bref, j'avais bien aimé l'émission quand même. Et... après ça, c'était-tu toi, Alexandre, aussi, qui m'a envoyé... me semble qu'il y avait toi et Xavier Huard qui m'avaient envoyé justement la liste... pas la liste, là, mais vous aviez reçu comme un email disant que vous aviez genre... Oui, ouais, oui. hein, En fait, c'est Xavier qui m'avait transféré un courriel qui m'a dit si tu connais des femmes autochtones, des jeunes femmes autochtones, je dis Jamie, il reste chez nous. On va l'envoyer à elle.
Fait que c'est ça, là, puis il disait genre, faut que tu... essaye-toi quand même, envoie ta photo, envoie ton nom et tout. Puis ça m'avait pris, genre, j'étais comme, ah non, ça m'intéresse pas. Ah non, ça m'intéresse pas. Ah non, ça m'intéresse pas. Puis genre, je pense que Chloé Le Riche m'a comme, tu sais, redit 2-3 fois avant que genre, je dise peut-être. Fait que à ce moment-là, tu sais, j'ai envoyé ma photo, j'ai envoyé mes mensurations, comme mon origine et mon nom à justement à Casting Gros Plan. Puis eux, ben, ils m'ont renvoyé, tu sais, en disant, OK, t'as été pris pour justement faire une pré-audition, self-tape en fait, à faire. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais fait d'audition avant. J'ai jamais fait de self-tape. Ils m'avaient envoyé comme le truc à justement à interpréter. C'était c'était quand, dans le fond, Daisy chantait Bonne fête à sa petite fille, qui était très loin dans sa communauté, mais elle voulait lui parler puis lui souhaiter finalement bonne fête, qui était quand même assez touchant. Puis après ça, j'ai été recallée en fait pour une vraie audition, cette fois-ci avec Ludivine. Puis à ce moment-là, c'était quoi donc cette scène-là? C'était la scène quand elle se parlait. On était supposé être comme dans un coucher de soleil et tout. Puis je me souviens, c'était là aussi parce que j'ai rencontré pour la première fois le réalisateur. Puis très bon réalisateur d'ailleurs, Eric. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec lui. On a puis je me souviens plus tard comme on parlait, moi puis Ludivine, genre, puis elle disait, genre, moi, là, il y a eu tellement de gens qui sont passés, genre, prendre l'audition, parce que même après moi, ils devaient quand même faire la tournée des communautés pour justement prendre en audition toutes les filles, tu sais, donner une chance égale à tout le monde, which is fine, tu sais, c'est genre, tant mieux, genre, je veux que tout le monde ait sa chance aussi, puis... mais comme Ludivine m'en parlait plus tard, là, puis elle disait genre, moi, je connais très bien Eric, là, puis quand il t'a vu jouer, là, il avait des étoiles dans les yeux, là, tu sais, c'était, tu sais, tu le sens quand un réalisateur, tu sais, il se dit genre, OK, c'est là que ça se passe, genre, c'est genre, il y a quelque chose qui se passe, et même moi, je le ressentais des fois quand j'avais... fait le film, justement, ben pas le film, là, mais le vidéoclip Motet Motet là, pour Laura Nicoué. Puis je me souviens, on avait comme trouvé la place pour pouvoir tourner. Puis j'étais comme, c'est ici que ça va se passer. Puis le matin, quand c'est arrivé, là, c'était exactement comme ce que je m'imaginais dans ma tête. Puis tout était genre comme, genre, wow, c'est explosion partout. Fait que je le comprends, tu sais, comme quand il s'agit justement de vibe, en fait, par rapport à un personnage, par rapport à un lieu. Tu sais que que tu t'en vas dans la bonne direction. Fait que j'étais quand même assez contente, là, pour vrai. Première audition, ça s'était vraiment très bien passé. J'ai tendance à... quand il s'agit d'un projet, à faire mon 110%, genre, pas juste, tu sais, à plonger là-dedans, pas genre comme un pied, puis genre comme peut-être un pied, mais fait que je suis contente de l'avoir fait, pour vrai. Fugueuse, même si ça parlait de stéréotypes et tout, c'était une très belle production. Genre, je me suis fait des amis au travers, puis plein de belles connaissances, puis vraiment là. Ben, ça a dû faire une influence pareil avec le rôle que tu as eu. Je sais qu'on a entendu, la fois que vous êtes allé tourner à Manoine, là, je voyais dans les réseaux sociaux genre plein de photos de vous autres
des gens qui vous prenaient en photo de loin ou de proche, puis vous prenaient des selfies avec vous, puis les jeunes filles, ils avaient l'air vraiment contentes aussi, là. Ouais, mais je me souviens, on avait commencé notre journée au dépanneur, là, le dépanneur qui était fermé à Manoan. Puis c'est une station de service qui n'était plus en service depuis comme des années et des années. Puis les gens, ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Je me souviens d'avoir vu sur Facebook, les gens, ils arrêtaient pas de dire, mais il y a des gens là qui sont en train de rénover cette place-là. Puis là, ils disaient, mais non, mais c'est fermé, ça. C'est qui l'a acheté? Puis là, les gens, ils se disaient, ben, je pense que c'est un blanc là qui veut faire de l'argent dans notre communauté. Puis là, il était comme full fâché. Puis tout. Le drama dans les communautés, ça existe encore. Mais finalement, ils se sont rendus compte que c'était justement la production Fugueuse qu'on était venu tourner à cette place-là. Fait que les gens étaient comme vraiment très vite, très, comment je pourrais dire ça, très intéressés en fait par la production et tout. Puis là, il y avait beaucoup d'attroupements, beaucoup de gens au pied de la porte. Puis, tu sais, on a comme joué avec ça, justement, comme « Ah, Daisy revient », fait que là, les gens, ils sortent, genre, au bas de la porte pour voir, justement, la fille qui a décidé de mettre feu au conseil de bande revenir. J'ai remarqué aussi qu'étant comédienne, forcément, tu deviens très connue et tu es invitée sur plein de plateaux de télévision. On te demande ton avis dans les journaux sur plein de choses qui concernent le monde autochtone. Donc, d'une certaine façon, tu deviens encore davantage une porte-parole. Ça te donne une visibilité. Moi, je serais curieux comment tu analyses ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est positif? Est-ce que vraiment ça nous donne une voix et une possibilité de mieux faire entendre nos préoccupations? Mais c'est sûr que là, depuis... je me souviens quand j'avais commencé à faire des présentations devant les gens, justement, par rapport à la sensibilisation. J'avais commencé avec la sensibilisation contre le racisme avec le conseil jeunesse du centre d'amitié de Lanaudière. Et à ce moment-là, c'est là qu'a commencé mon cheminement en tant que porte-parole. Puis je m'en rendais pas compte à ce moment-là. Tout ce que je faisais, c'était donner ma version, ma vision de ce que je voyais depuis que je suis petite. Et à travers les années, c'est sûr que comme de plus en plus, mon audience comme grossissait parce que là, à partir de là, ben, le Wapikoni m'avait pris sous son aile, puis je faisais des ateliers de sensibilisation, des conférences dans différents endroits. En plus d'avoir fait mon premier film, ben, ça me permettait de justement avoir une plus grande portée. Et en plus, mon film, c'était un film qui parlait sur justement les préjugés, mais de façon très humoristique, ce qui permettait justement d'avoir une conversation plutôt que, mettons, pointer du doigt des gens, mettons. Mais depuis Fugueuse, on m'a amené à plusieurs endroits et parlé sur plusieurs sujets. Souvent, ça a été comme des sujets justement par rapport à mon personnage et des trucs de même. Quand j'ai été justement interviewée par Jay du Temple à l'émission d'OD, tu sais, Jay du Temple, je ne sais pas pourquoi, mais il est tellement allumé, il est juste comme, tu sais, il a des questions qui sont réelles, il a des questions qui sont que tout le monde se pose, mais aussi
il a une façon, une approche tellement humaine et tellement... c'est pas des questions comme penses-tu qu'on devrait penses-tu qu'on devrait reconnaître les langues autochtones, tu sais, comme obviously oui. Mais tu sais, il avait vraiment des questions beaucoup plus profondes finalement, ce qui était quand même super intéressant comme discussion. Fait que, ouais, je pense que ça m'a permis une plus grande audience, mais en même temps, j'essaie comme de ramener souvent l'attention sur les réalités autochtones. Et souvent, la plupart du temps, ben, tu sais, les questions tournent autour de justement les stéréotypes, elles tournent autour de la place de l'Autochtone dans le milieu du cinéma. Et ça a toujours été comme, dans le fond, ce que je disais, ça a toujours été comme ma réponse à ça, dans le sens où est-ce que vous pouvez me le poser plusieurs fois. Vous pouvez me poser plusieurs fois, je vais tout le temps dire la même affaire parce que c'est ça. Puis je pense que on se rend... ce qu'il faut maintenant, c'est que est-ce que les producteurs écoutent? Est-ce que genre les gens écoutent? Fait que je trouve ça quand même je trouve ça bien là, comme la plateforme dans laquelle les Autochtones sont mis. Mais je pense qu'on a besoin de plus de diversité quant aux porte-paroles parce que ça peut être, comme je disais au début, là, ça peut être vraiment très overwhelming. Toujours les mêmes personnes à être interviewées, toujours les mêmes points de vue. Mon point de vue n'est peut-être pas la même que celle d'une Anishinaabe, ou encore mon point de vue n'est peut-être pas la même que celle d'une productrice autochtone. T'sais. Fait que... Ouais. Parlant des langues, on a ici l'habitude d'avoir un mot dans une langue autochtone et c'est là qu'on voit toutes les qualités de linguiste d'Alexandre et je pense que c'est à peu près là qu'on est rendu. On va entendre l'Atikamekw, là, depuis le temps qu'on en parle. On pourrait aller là. J'ai une question aussi pour Jimmy avant qu'on entre là-dedans. Genre, si tu avais un rôle à jouer, ce serait quoi le rôle de ton rêve que tu peux jouer actuellement? Vous avez vu, genre, Knight Riders? Ça me dit quelque chose. C'est un film produit par Taika Waititi et c'est La Nuit des voleurs en français. J'ai fait la version française, en fait, de ce film-là. Which is, like, vraiment amazing, le faire être dans le projet de Taika Waititi. J'étais comme... Mais ça, en tant qu'actrice, genre un monde fantastique, un monde qui n'est pas un monde avec plein d'aventures et tout, c'est quelque chose qui pour moi, serait genre le meilleur... en tout cas, j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment ça. Ce serait genre mon rôle de rêve. Fait que Knight Riders, je sais pas si c'est toujours en salle, là, mais allez le voir, c'est vraiment... j'ai hâte de... Moi-même, j'ai hâte de le voir. J'ai même pas pu le voir parce que j'étais malade, puis... mais j'ai vraiment hâte de pouvoir aller voir un peu... probablement, je vais l'écouter en anglais, là, parce que... m'entendre en français, ça va juste comme... Ça va même pas me mettre dans le mood d'écouter le film. Oui. On aura y revenir durant le podcast, mais Waititi, aux États-Unis, il est derrière une série qui s'appelle Reservation Dogs et les critiques sont très, très élogieuses et là aussi, il y a de
de l'humour, des rebondissements, des situations qui ne sont pas justement typées ou stéréotypées. Alors, effectivement, je pense que dans le monde autochtone, on a besoin de cette audace narrative qui nous sort des sentiers battus et rebattus d'histoires toujours les mêmes, alors qu'il y a une pas mal plus grande diversité d'aventures, de parcours et de rêves chez nous. Parlant de rêve, le rêve de Delphine, ça va être au Conseil national des arts que ça va être joué à Ottawa? Le quoi? La pièce que tu prépares pour janvier, février, est-ce que c'est au Conseil national des arts? Ça va être à Ottawa. J'ai pas les informations devant moi, mais dans le fond, ça va être l'émission, le théâtre, ça va être en fait en français et joué à Ottawa. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres représentations dans d'autres villes après. Ça va être on a une possibilité mais pour ça, il faut qu'on fasse les premiers trucs qui vont... dans le fond, les premières dates qui vont arriver bientôt. Là. Ça va être... je sais par contre que ça va être en février. Bon, ben écoute, tiens-nous au courant. On essaiera d'aller se déplacer vers l'Outaouais pour aller voir la pièce et on en fera écho dans nos podcasts parce qu'on va revenir tous les mercredis. Alors, ça va être une bonne place pour se tenir informés. Alors là, je te passe la POC, mon cher. C'est bon. Ben, c'est ça, moi j'ai choisi un mot particulièrement parce que j'ai traduit un échange entre Jimmy et son grand-père, Roger Chacon. Dans le fond, habituellement, je faisais toujours une recherche sur les autres langues autochtones, mais cette fois-ci, j'ai pensé peut-être aller plus profondément dans la langue atikamekw puis peut-être trouver des mots plus anciens ou genre plus qui va du langage du territoire. Fait que moi, j'avais choisi Neoruizio, qui est le mot préféré de son grand-père. C'est d'ailleurs aussi un de mes mots préférés parce qu'on m'en a souvent parlé de ce mot-là en grandissant. Qu'est-ce que ça voulait dire? Puis dans le fond, techniquement, c'est ça, c'est un autochtone, mais le parti Neyu, qui vient de Nehu, qui veut dire en fait être à l'aise ou en harmonie. Le roui, c'est désigne comme une action ou genre caractère évolutif ou quelque chose qui se déplace. Puis Zio, ben, c'est ça, c'est comme le être. Comme on peut dire aussi dans les Sioux, mais c'est ça, c'est un être aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Puis j'ai cherché les autres déclinaisons qui vont avec Nehi ou Nahi. On dit Nurmouchech pour notre conjoint, notre blonde, mais dans le fond, dans sa signification de ce qu'on explique là-dedans, c'est quelque chose qui veut dire avec qui qu'on est à l'aise. La personne avec qui qu'on est à l'aise. J'entendais souvent aussi quand on était jeune, Neurwishta, c'est garder l'équilibre quand mettons, tu glisses en traîneau. On va toujours dire Neurwishta, c'est genre te pencher d'un bord puis de l'autre pour garder l'équilibre. Nahio, ça veut dire s'adapter, être habile en fait, s'habituer. Nairuin, ça c'est l'habilité, la dextérité. Dans le fond, vous allez voir ici, dans le fond, c'est vraiment s'adapter, l'harmonie en fait. On dit souvent que ça c'est plus pour l'habilité. Nihibio, ça c'est s'installer confortablement, c'est se mettre à l'aise. Nihitwa, ça c'est quand tu es en accord avec quelqu'un. Ça, on disait souvent que quand quelqu'un prenait la parole, mettons, non, c'est genre pour dire je suis vraiment en accord avec ce qu'il dit. Je suis en harmonie avec ce qu'il dit. Hitadwa, c'est ça, c'est s'entendre entre deux personnes. S'entendre avec quelqu'un. Naispoxio, c'est avoir un bon goût, c'est quelque chose que tu t'adores avoir le goût dans ta bouche. Hitadwin, ça c'est genre
c'est un terme technique qui a été utilisé dans la Constitution atikamekw. Fait que techniquement, ça veut dire une entente, accord, l'alliance ou un traité, en fait. C'est ça qu'on pourrait dire. Un traité, c'est une hitadwin. C'est qu'on s'entend sur quelque chose. Il y a aussi une hishtadwin qui est genre une concertation, en fait. Ça, c'est un terme technique encore qui a été adopté dans la Constitution atikamekw. C'est dans le fond, c'est comme ça qu'on peut dire, c'est se concerter, en fait, se mettre en accord. Nihirwezwin, ça, c'est genre la légitimité. Nihirwezwin, Nihi, c'est genre, en fait, c'est quelque chose qui est en accord, en fait, qui est en équilibre. Wezwin, c'est. Ça, il faudrait que je fasse des recherches là-dessus, mais moi, je trouvais ça intéressant qu'on utilise ce mot-là pour décrire la légitimité. Concertation, puis dans le fond, ça, c'est beaucoup. C'est tiré ces mots-là, je les ai tirés du lexique atikamekw qui a été laissé par Gilles Ottawa, en fait. Que lui avait travaillé depuis qu'il a commencé sa carrière en tant qu'historien. Lui, il a souvent été il a commencé avec le CNA puis la SUQAM. Je pense que tu l'as déjà entendu parler de lui, tu l'as peut-être connu auparavant dans le temps de la SUQAM, André. Oui, Gilles Ottawa, c'était un ami, dans le fond. Je me souviens, c'était quelqu'un qui se déplaçait continuellement en auto. Je ne sais pas combien il dépassait en essence par année. En tout cas, Greta Thunberg, il n'aurait pas donné un prix pour l'écologie. Mais c'était un être formidable. Là. Il se déplaçait partout, connaissait les communautés, connaissait les gens, avait un savoir extraordinaire. Et il arrêtait à Montréal, il passait à nos bureaux tout le temps, le temps de s'asseoir, de prendre un café. Et il y avait toujours plein d'histoires. C'est quelqu'un dont je garde un très, très bon souvenir et j'ai été très peiné de son départ parce que c'était quelqu'un de précieux, certainement pour les communautés atikamekw, mais aussi pour les Premières Nations du Québec en général. Ouais, ben c'est ça, il a laissé un très grand héritage quand il est parti. Fait que ça, dans le fond, tout ce que je vous ai montré là, ben, c'est son travail à lui. Ça, c'est ses mots à lui, en fait, que j'ai copié-collé. Moi, j'ai hérité du lexique atikamekw qui a été fait par lui. Puis, dans le fond, c'était comme son document de travail. Puis, il l'enrichissait avec les années. Puis, c'était aussi ses réflexions. Fait que pour ma langue atikamekw, mais je tiens surtout de lui, puis de sa femme. Puis Roger aussi, le grand-père à Jamie Chakwan m'a beaucoup inspiré parce que on est comme cousins, en fait, dans la famille. On partage le même territoire. En fait, on partage le même campement sur notre territoire familial. Son grand-père, il était beaucoup ami avec mon grand-père à moi. Fait qu'il se promenait tout le temps dans le bois quand ils étaient jeunes. Fait que, c'est pour ça que ça m'a interpellé de parler du mot préféré de son grand-père, c'est de décortiquer ça aussi, parce que c'est même lui qui m'avait expliqué ce sens-là quand j'ai commencé à faire la traduction. Effectivement, l'importance de l'harmonie dans les relations avec la nature, avec les autres, c'est central dans les cultures autochtones. Donc, pas étonnant que ce mot-là, venant de leaders importants et plongé dans la culture, prenne une importance centrale. Puis c'est intéressant, merci. Moi, j'ai trouvé ça très instructif de voir comment les déclinaisons d'une même racine en arrivent à signifier quelque chose. Et c'est là qu'on voit comment l'importance de la langue pour comprendre la culture, comment c'est central. J'aurais pu jamais faire le lien avec la légitimité, concertation puis autochtone. Ben, en fait, c'est l'harmonie avec l'environnement qui fait que c'est normal que tu sois là et que ce soit ton territoire. Effectivement, quand on y pense, après coup, on voit la logique derrière, mais effectivement, ça prend d'abord le vécu, le concret de la langue pour le saisir. Et je pense aussi, genre, que justement, il y a une grosse base là-dedans qui est dans le terme néo-régio, dans lequel on se décrit nous-mêmes, c'est que on n'appartient pas, la Terre nous appartient pas, on appartient à la Terre, donc on s'adapte à ce que la Terre dans lequel on évolue, tu sais, on évolue dans l'environnement dans lequel on est, fait que moi aussi, je trouve ça
Je trouve ça vraiment nice. C'est la première fois que je voyais, genre, vraiment le mot autant décortiqué de façon quand même assez presque de façon universitaire. Alexandre comme prochain professeur. Peut-être éventuellement, mais là, je suis encore un étudiant pour moi. Là. Je pense que je vais toujours l'être. Oui, je pensais aussi, il y a un mot rituel Navajo, puis-je marcher dans la beauté? Hein? Donc, là aussi, la beauté, c'est l'harmonie. Donc, il y a vraiment là quelque chose un sentier qu'on espère garder et y marcher en équilibre. Ça nous fait une belle conclusion, non? Ben oui, ben oui. Ben, c'est ça. Je ne sais pas si Jamie a quelque chose pour conclure. As-tu quelque chose à annoncer prochainement ou quelque chose qui s'en vient? Ben, j'aimerais bien annoncer en fait que Grogu est Atikamekw. Oui. Mélissa ne sera pas contente. Ouais, fait que c'est ça. Ça complète notre retour sur le podcast parce qu'on a eu un bon 2 mois, je pense, sans podcast. Puis on dit que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Mais on va revenir encore la semaine prochaine. Puis je pense qu'on va essayer de garder comme une tradition. Merci pour cette conversation. Je trouvais ça vraiment très, très intéressant justement avec vous. Puis les mots en Atikamekw, c'était super nice. Ouais, miigwech kibejen. Tamertaun. Oui, ketchi miigwech, Jamie. Ouais, fait que à la semaine prochaine. Matashi. Matashi.